Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur ce chapitre sur la géométrie des molécules. On va aborder cette dernière notion qui s'appelle la notion de polarité de la liaison covalente. Alors, avant de parler de liaison polaire, on va parler de ce qu'on appelle l'électronégativité. Alors, on a vu jusqu'à présent que, par exemple, si je prends l'atome de fluor, alors l'atome de fluor, c'est un atome donc de l'avant-dernière colonne, donc c'est un halogène. Donc, si c'est un halogène, ça veut dire que son schéma de Lewis va être exactement celui de l'atome de chlore. Donc, c'est ici 3 doublés non liants et un électron célibataire. Et puis, donc, il va pouvoir se lier avec un autre atome, par exemple ici l'hydrogène. Du coup, on va voir le schéma de Lewis de cette molécule-là. Donc, ça va être donc les 3 doublés non liants, ainsi que, un atome d'hydrogène ici. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce doublé ici liant, c'est-à-dire cette liaison covalente qu'on a là, représente, vous devez savoir que ce sont deux électrons qui se sont appariés les uns avec les autres. Oups, bug de mon ordinateur. Donc ce sont deux électrons qui se sont appariés pour pouvoir former une liaison covalente. Alors ces électrons, on pourrait croire qu'ils se répartissent exactement de la même manière sur cette liaison. Eh bien en fait pas du tout. Il existe certains atomes qui vont attirer vers eux les électrons. Le fait d'attirer vers soi les charges négatives, les électrons, ça s'appelle l'électronégativité. Ce concept, il a été introduit par un physicien qui s'appelait Linus Pauling. Et donc je vais vous lire ici ce petit test d'introduction qui va permettre de comprendre cette notion d'électronégativité. Alors vous dites donc, à partir des travaux de Lewis, Linus Pauling s'intéresse au lien entre la structure des atomes constituant la matière et les propriétés macroscopiques, physiques et chimiques des entités chimiques. Ces études font de lui l'un des pionniers d'une nouvelle discipline, la chimie quantique. En 1932, il établit une échelle d'électronégativité, nommée désormais échelle d'électronégativité de Pauling, qui associe une valeur d'électronégativité qui sera sans unité à la plupart des éléments chimiques. L'électronégativité d'un atome traduit sa capacité à attirer à lui des électrons d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé. Linus Pauling a reçu le prix Nobel de chimie en 1954 pour ses recherches sur la nature de la liaison chimique. Il a aussi reçu un deuxième prix Nobel, c'est le prix Nobel de la paix. Donc je pense que c'est pas le rare, ou un des rares qui a eu justement deux prix Nobel dans deux disciplines différentes. Voilà. Alors, vous allez pouvoir noter ensuite, donc, notion d'électronégativité. Donc, l'électronégativité d'un atome caractérise sa capacité à attirer vers lui le doublé d'électrons de la liaison covalente qu'il engage à un autre atome. On va la noter comment? Par la lettre Chi. Donc, la lettre grecque Chi. Alors, je vais vous le faire en gros ici. Donc, je repars ici comme ceci. Et je fais ici une barre en travers qui est plutôt rectiligne ici. Donc, c'est une sorte de S à l'envers. Enfin, je sais pas trop quoi. Enfin, c'est cette forme-là. Donc, je vais vous le faire ici en plus petit pour que vous voyez à quoi ça ressemble cette lettre-là. Et ça se prononcera qui. Je l'ai vraiment pas bien fait, on va le refaire. Tac, comme ça on va bien voir comment faire. Tac, voilà, ça c'est la lettre qui en grec. Alors donc, cette valeur d'électronégativité, elles sont pas à connaître, elles sont données dans le tableau périodique. Alors ici j'ai encore une fois un tableau périodique un peu simplifié. Je n'ai pas noté évidemment la dernière colonne des gaz nobles. Pourquoi? Parce que les gaz nobles, ne créent pas de liaison covalente. Donc, s'il n'y a pas de liaison covalente possible, il n'y a pas possibilité d'avoir des valeurs d'électronégativité. Et donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, parmi toutes ces valeurs-là, la plus importante que vous avez dans votre tableau, c'est le F. Donc c'est le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif. Le moins électronégatif, c'est-à-dire celui qui va attirer le moins les électrons, c'est le sodium dont sa valeur est environ de 0,9. Si on prend par exemple le tableau périodique en entier, alors ici j'ai représenté un peu en 3 dimensions ces valeurs d'électronégativité, on s'aperçoit encore une fois que le fluor est le plus électronégatif, c'est celui qui est en plus en haut, et le plus bas, c'est le francium, c'est celui qui se trouve en bas à gauche. Donc en fait, l'électronégativité, elle va augmenter quand on va augmenter dans les colonnes, et elle va aussi augmenter quand on va aller dans les différentes, quand on va monter dans les périodes. Donc en gros, si je trace une flèche qui va aller de la plus petite, c'est-à-dire celle-ci, donc vous voyez que ça monte dans le tableau périodique comme ceci. Donc les atomes les plus électronégatifs sont ceux qui sont tout en haut à droite du tableau périodique, exception faite de l'hydrogène aussi qui est aussi assez électronégatif. Voilà. Alors si je reprends ici mon exemple de la molécule HF, si je regarde ici le qui
du fluor, eh bien ce qui de F, regardez bien le tableau, c'est égal à 4,0. Le qui de l'hydrogène, eh bien c'est égal à 2,2. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une liaison, donc on va créer une grandeur, je vais effacer mon gros qui ici, et donc on va faire la différence entre les deux. Cette valeur, on va l'appeler donc comme une différence, c'est un delta, donc le delta qui c'est donc égal à 4,0 moins 2,2. Je trouve ici eh bien 1,8 et on va considérer, alors là c'est un peu arbitraire, mais on va considérer que si cette différence ici, eh bien elle est comment dire comprise entre 0,4 et 2, alors là c'est bien le cas puisque je suis 1,8 donc c'est bien compris les deux, eh bien on va considérer que la liaison elle est ce que l'on appelle polaire. Donc vous avez une liaison polarisée. En gros, le fluor ici étant beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, eh bien il va avoir tendance, alors si je représente un petit peu plus gros ma molécule de HF, comme ceci, avec un grand doublé ici lié entre les deux, eh bien en gros, lui, il va prendre un petit peu plus les électrons vers lui que plutôt vers l'hydrogène. Donc cette partie-là sera plus négative, et celle-là sera un petit peu plus positive, etc. Donc là, de cette partie-là, c'est un peu négatif, parce qu'il a plus d'électrons vers lui, et celle-ci sera un peu plus positive. Alors, si vous regardez bien, j'ai mis un moins ici et un plus ici. Bah ça voudrait dire quoi? Que j'ai des ions? Bah, j'ai pas des ions ici. C'est plutôt que j'ai un peu plus de charge positive ou négative. Alors, on va plutôt le noter comme ceci. Delta, un delta minuscule. Alors le moins ici, par exemple, je peux l'entourer si je veux, pour dire que j'ai un peu plus de charge négative de ce côté-là. Et là, je vais pas mettre un plus, que sinon je considérais que c'est une charge qui est entière positive. Et ben, je vais marquer que c'est un delta plus ici. Donc en gros, delta, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle des charges partielles, c'est-à-dire qu'il est un peu plus négatif que cette partie-là. Par contre, il n'a pas une charge entière, donc on va marquer que c'est une fraction de cette charge entière, un delta de cette charge entière, de cette charge négative. Voilà. Alors ça, c'est valable uniquement si vous avez un delta qui est compris entre 0,4 et 2. Si vous avez un delta qui est inférieur à 0,4, eh bien on va considérer que la liaison n'est pas polarisée. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je prends une liaison carbone-hydrogène, alors une liaison carbone-hydrogène, alors les molécules n'existent pas, par exemple, mais dans le méthane, hein, j'ai des liaisons carbone-hydrogène. Donc si je prends cette liaison-là, carbone-hydrogène, eh bien le qui du carbone, eh bien c'est égal à, c'est marqué 2,6. Le qui de l'hydrogène, ça n'a pas changé, c'est 2,2. Donc si je fais la différence entre les deux, le delta qui à cet endroit-là, bah, ça vous fait 2,6 moins 2,2, et bien c'est égal à 0,4. Et là, on va considérer que justement, c'est pour cette raison-là qu'on prend cette valeur de 0,4, c'est qu'on va considérer que cette liaison-là n'est pas polarisée. En gros, ici, vous avez une répartition des électrons qui est quasiment homogène et quasiment la même chose partout. Donc cette fois-ci, cette liaison ne sera pas polaire. Alors, dernier cas, si vous avez un delta qui est supérieur à 2, eh bien en fait, imaginons que cette partie-là eh bien, attire tellement à lui les électrons, et bien dans ce cas-là, par exemple, on va prendre le cas de NaCl. Si je prends Na et Cl, eh bien, je vais encore une fois trouver mes valeurs d'électronégativité. Donc le qui de Na, c'est 0,9. Le qui du Cl, c'est égal à 3,2. Donc si je fais le delta qui entre les deux, eh bien delta qui ça fait 3,2 moins 0,9, ça vous donne 2,1. C'est bien supérieur à 1. Et bien dans ce cas-là, on va considérer que la liaison, elle est tellement polarisée qu'en fait, elle va être ionique. En fait, ici, l'atome de chlore étant plus électronégatif, 3,2 c'est supérieur à 0,9, le chlore, lui, va carrément prendre une charge entière négative. Donc ici, il va prendre un électron. Et lui, ici, il va être chargé plus. C'est pour ça que le chlorure de sodium, on va parler dans ce cas-là de liaison ionique, c'est plus une liaison covalente entre les deux, c'est une liaison donc ionique ici, puisque le chlore est tellement électronégatif qu'il va prendre complètement un électron à cet endroit-là. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir noter donc un petit résumé de ce que je viens de vous expliquer. Donc dans le tableau périodique, plus on se déplace vers la droite et vers le haut, plus l'électronégativité est grande, est importante, donc est grande ou importante. Les gaz nobles ne sont pas concernés car ils ne peuvent pas créer de liaison covalente. On peut considérer qu'une liaison covalente est polarisée si, eh bien, le delta qui est compris entre deux valeurs, donc strictement inférieur ou égal à 2, strictement inférieur à 0,4. Si j'ai un delta qui est supérieur à 2, eh bien on parle de liaison dans ce cas-là ionique.
Voilà. Alors donc, petit exemple, que c'est vous qui allez le faire, vous allez pouvoir faire pause pour... Oula, qu'est-ce qui se passe? Problème. Donc, la molécule de chlorure d'hydrogène est-elle polaire? Vous mettez sur pause et vous essayez de faire ça. Alors, on va corriger. Donc, la molécule de HCl est-elle polaire? Bah donc, je vais regarder le qui de l'hydrogène. Alors, le qui d'hydrogène, on a vu, c'était 2,2. Le qui du chlore, je me souviens plus combien c'est 3,2, je crois, c'est bien ça, oui. Je vais vérifier quand même. Voilà. Oui, c'est 3,2, c'est bien ça. Donc le qui du chlore. Donc maintenant, si je fais le delta qui, on va le noter correctement parce que là c'est dans le cours. Donc le delta qui H liaison Cl, et bien dans ce cas-là, je vais trouver 3,2 moins 2,2, je vais trouver 1. 1, c'est supérieur à 0,4. Conséquence, eh bien la molécule d'HCl est polaire. C'est donc une molécule qui est polaire. Alors comment est-ce que je vais la représenter? Eh bien, atome d'hydrogène H. Ensuite, j'ai le chlore. Alors, on va mettre les doublés non liants ici. Des fois, on ne les met pas parce que ça surcharge un petit peu, mais c'est pas obligatoire. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que le chlore est plus électronégatif, donc il va être plus négatif. C'est lui qui va prendre cette charge partielle négative. Donc, on va noter sur votre cours ici que je vais avoir un delta moins. Et donc forcément ici, cet atome d'hydrogène, il sera chargé un peu positivement. D'accord? Mais bien des deltas parce que ce ne sont pas des charges entières. Il n'a pas pris un électron entier, il a pris une partie d'électrons. Alors vous pouvez me demander comment est-ce qu'on fait pour prendre une partie d'un électron, etc. C'est un autre problème qu'on verra un peu plus tard si vous faites de la physique un peu plus poussée. Alors, la partie un petit peu plus difficile, c'est comment déterminer la polarité d'une molécule. Alors ici, on a vu des exemples simples puisque je n'avais que 2 atomes. Mais si j'en ai plus, comment est-ce que je vais faire pour savoir si ma molécule est polaire? Alors déjà, premièrement, on va juste prendre les cas les plus simples, justement si j'ai 2 atomes. Donc une molécule ne peut être polaire que si elle comporte au moins une liaison polarisée. C'est obligatoire, si elle n'en a pas, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc au moins une, alors, je vais peut-être écrire en bleu, une liaison polarisée ou polaire. Si elle ne comporte qu'une seule liaison polarisée, eh bien forcément ma molécule est polaire. Alors la molécule est polaire. Voilà, si j'ai qu'une seule liaison, comme dans HCl, c'est assez facile à déterminer. Maintenant, le plus dur, ça va être le fait de savoir si elle possède plusieurs liaisons polarisées. Elle n'est pas forcément polaire, on va voir pourquoi juste après. Alors, avant de remplir cette partie cours, on va déjà prendre l'exemple et puis vous allez voir que ça va être plus facile de comprendre le cours une fois qu'on aura vu l'exemple. Je vais prendre la molécule de dioxyde de carbone et je voudrais savoir si c'est une molécule qui est polaire. Alors déjà, premièrement, eh bien, dioxyde de carbone, moi je le connais, sa formule, c'est donc CO2. Donc CO2. Je dois savoir aussi quel est le schéma de Lewis de ma molécule. Donc le schéma de Lewis de ma molécule, alors je vais le faire en gros exprès pour qu'on puisse bien voir. J'ai un atome de carbone, j'ai 2 liaisons covalentes ici, et j'ai 2 doublés non liants sur mes atomes d'oxygène, et je sais aussi que j'ai un autre atome d'oxygène comme ceci. Je connais aussi la géométrie. La géométrie de ma molécule de CO2, eh bien, c'est une géométrie linéaire. Donc, comme je sais que c'est une géométrie linéaire, je sais que ces 3 atomes ici sont alignés 1, 2, 3. Voilà, donc ensuite, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je regarde les liaisons. J'ai quoi comme liaison? J'ai des liaisons CO qui se trouvent ici. Donc, je vais essayer de calculer et voir si mes liaisons sont polaires ou pas polaires. Si les liaisons sont non polarisées, eh bien, dans ce cas-là, ce sera terminé, ma molécule sera polaire. Mais en fait, c'est pas le cas. On va voir ça ici. Alors, on va prendre l'électronégativité, le qui du carbone, le qui du carbone et le qui de l'oxygène, dont je me souviens plus des valeurs, donc je vais regarder sur mon tableau. Donc le carbone c'est 2,6 et l'oxygène c'est 3,4. Donc 2,6 pour le carbone et 3,4 pour l'oxygène. Donc le delta qui, donc la différence d'électronégativité de ma liaison CO, c'est égal à quoi? C'est 3,4 moins 2,6. Donc dans ce cas-là, eh bien ça vous donne 0,8. C'est supérieur à 0,4 et inférieur à 2. Donc conséquence, eh bien
la liaison CO est polaire, polarisée. Et j'ai marqué, ouais, marqué polarisé. Polarisé. Donc en gros, bah maintenant je sais que mon CO est ma liaison CO est une liaison qui va être polarisée. Donc quel est le plus électronégatif? C'est l'oxygène. Donc je sais que je vais avoir ici une charge delta qui va être négative ici. Et je vais encore avoir ici, je vais le faire ici en vert, une charge ici, delta, c'est un delta par delta qui, c'est un delta ici qui va être positif. Mais en même temps, si vous regardez bien, eh bien j'ai la même chose de l'autre côté. Puisque ces deux liaisons sont équivalentes, donc j'ai encore un delta moins ici, et je vais donc aussi avoir un autre delta plus ici. Donc delta plus et delta plus, ça vous donne deux delta plus à cet endroit-là. Et donc regardez bien en fait ce qui se passe, c'est que en fait on essaie de comprendre que les charges négatives, j'en ai une là et une là, j'ai deux charges positives ici. Alors si je prends le centre des charges positives dans ma molécule, il se trouve là. Le centre des charges positives se trouve là. Par contre, où se trouve le centre des charges négatives? Eh bien, regardez bien, si imaginons que vous prenez une sorte d'altère, si on prend, par exemple ici je symbolise, oh c'est pas bien fait du tout ce que je fais là, donc si je prends un alter ici, d'accord, avec deux charges qui sont, enfin deux masses qui sont strictement identiques, eh bien où va se trouver le centre de cet alter? Eh bien il va se trouver aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que le centre des charges négatives, eh bien il se trouve exactement au même endroit que le centre des charges positives. En gros, les charges positives ici qui ont été créées par la liaison polarisée vont se compenser par rapport aux charges négatives. Et dans ce cas-là, eh bien ma molécule ne sera pas polaire, puisque les deux centres qui sont ici se trouvent au même endroit. Alors, mathématiquement, ça s'appelle des barycentres. Donc vous avez le barycentre des charges positives qui se trouve ici, et vous avez le barycentre des charges négatives qui se trouvent au même endroit. Cette histoire de barycentre, on le comprend bien avec mon histoire d'alter. Imaginons que, par exemple, eh bien, je mette un plus gros alter, enfin une plus grosse masse à cet endroit-là, eh bien, ce centre ne sera plus à cet endroit-là, il va être décalé par ici. En gros, vous allez voir que pour pouvoir avoir l'équilibre, il faudra se mettre à cet endroit-là et pas au centre exactement. Vous pouvez faire l'expérience avec une règle. Hein. Si vous mettez une règle parfaitement équilibrée, vous mettez votre doigt en plein milieu, et bien dans ce cas-là, il faudra mettre le doigt en plein milieu pour qu'elle soit équilibrée. Si vous mettez une petite masse d'un côté, il faudra décaler votre doigt vers cette masse pour que votre règle reste en équilibre sur votre main. Donc ça, cette notion-là, c'est la notion de barycentre. Et si justement vous avez confusion de ces deux barycentres qui se trouvent là, et bien dans ce cas-là, on va dire que la molécule n'est pas polaire. Donc je vais pouvoir effacer mon petit schéma qui est pas très super beau, qui est pas même pas beau du tout, on va dire. Et donc, on va pouvoir comprendre que ici, la conclusion, c'est que la molécule de, oups, c'est vraiment pas bien écrit, hein, de CO2 est donc pas polaire, donc on va appeler ça apolaire. Elle est apolaire. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire ma partie court, ça va être plus facile à comprendre. Donc si elle comporte plusieurs liaisons polarisées, c'est le cas ici, j'ai deux liaisons polarisées, il faut alors étudier la géométrie de cette molécule pour s'assurer que les polarisations des liaisons ne se compensent pas. J'ai pas laissé beaucoup de place ici, vous écrivez petit. Alors, donc exemple, considérant une molécule comportant des liaisons polaires, on va noter G+, le barycentre des charges partielles positives. Donc tout à l'heure, dans mon exemple, le G+, eh bien, il se trouve ici, hein, c'est le G+, qui se trouve là, c'est-à-dire le point équidistant de toutes les charges partielles positives. De même, on note G-, le barycentre des charges partielles négatives, c'est-à-dire le point équidistant de toutes les charges négatives. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, eh bien le G-, il se trouve à cet endroit-là. Alors il devrait être vraiment confondu, hein. Je les ai mis un au-dessus des autres pour qu'on voit bien la différence entre les deux, mais ils sont confondus ces deux points-là. Donc si G+ et G- coïncident, la molécule est dite apolaire, donc elle n'est pas polaire, d'accord? C'est ce qu'on vient de voir avec le dioxyde de carbone. Et puis s'ils sont à des endroits différents, comme on verra juste après, eh bien la molécule sera polaire. Donc si G+ et G- sont distincts, alors la molécule est dite polaire.
Voilà, donc ici, ce qu'il faut bien faire attention, c'est si vous avez qu'une seule liaison, c'est assez facile de le déterminer puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Par contre, si j'ai plusieurs liaisons, vous voyez bien que, alors si je n'avais que des liaisons apolaires, ça aurait été facile, parce que la molécule est forcément apolaire. Par contre, ici avec le CO2, j'ai bien une liaison qui est polarisée, j'ai bien une liaison qui est polarisée ici. Par contre, la molécule au global, elle n'est pas polaire, elle est apolaire pour le cas du CO2. Donc là, vous allez essayer de faire les différents exemples que je vous ai fait ici, comme vous avez vu là, et donc il va falloir déterminer si les différentes molécules qui sont ici sont polaires ou apolaires. Alors la première c'est la molécule d'eau, donc ici la molécule d'eau c'est H2O, je dois connaître le schéma de Lewis de ma molécule d'eau, c'est-à-dire c'est celui-ci, je le fais bien en grand encore une fois, pour bien noter toutes mes charges. Et je le fais de cette forme-là. Pourquoi? Parce que c'est la géométrie de ma molécule. Donc la géométrie, c'est une géométrie qui est coudée. Donc comme elle est coudée, je la représente de cette manière-là. Alors, donc maintenant, j'ai des liaisons. Regardez bien, j'ai les liaisons OH. Alors on peut déterminer le delta chi de la liaison OH. Alors vous regardez tout à l'heure, c'est valeur du tableau. Donc l'oxygène c'est 3,4. Donc 3,4 et l'hydrogène c'est 2,2. Donc vous faites la différence entre les deux, vous trouvez 1,2, c'est supérieur à 0,4. Conséquence, la liaison OH est polarisée. Maintenant, comment elle est polarisée? L'oxygène, eh bien c'est 3,4, donc c'est lui qui va avoir des charges partielles négatives. Donc je vais avoir un delta- qui va apparaître ici, et donc je vais avoir un delta+ qui va apparaître là. Même chose de l'autre côté, parce que j'ai deux liaisons, donc j'ai un delta- ici, et j'ai un delta+ aussi ici. Alors attention, mes deltas sont bien centrés sur, comment dire, le centre de l'atome. Donc en fait ici j'ai deux moins qui vont être à cet endroit-là. Je vais les enlever ici. Donc c'est-à-dire que le centre des charges négatives, regardez bien, le G-, il se trouve ici, au centre de l'atome d'oxygène. Maintenant la question est, où se trouve le centre des charges positives? C'est vraiment pas bien fait mon truc. J'écris vraiment comme un cochon. Ici c'est delta+. Alors regardez bien, eh bien entre les deux atomes de charge positive, les charges positives, je vais créer comme mon alter de la dernière fois, regardez bien, eh bien le centre des charges positives, il va être à cet endroit-là. J'ai le G+ qui sont ici. Et là, oula, bug, encore une fois. Donc le centre, le barycentre des charges négatives et le barycentre des charges positives n'est pas au même endroit, ils sont distincts, ils ne sont pas confondus. Dans ce cas-là, on va considérer que ma molécule d'eau est polaire. Conséquence, la molécule d'eau, alors on peut remarquer même, G+ et G- sont distincts. On pourrait marquer le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives, ça serait mieux. Donc, la molécule d'eau est polaire. Voilà. Alors, on va continuer avec le reste. Alors, CH4. CH4, c'est le méthane. Donc, le méthane, son schéma de Lewis, c'est celui-ci. Donc, je n'ai que des liaisons CH. Donc, je vais calculer le delta chi de la liaison CH. Celui-ci, eh bien, c'est combien? Alors, le carbone, si on regarde au-dessus, c'est 2,6. L'hydrogène, c'est 2,2. Ça vous donne 0,4. Là, je peux m'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas supérieur strictement à 0,4. La liaison CH n'est pas polarisée. Donc, la molécule de méthane, donc de CH4, est apolaire. Voilà, j'ai pas de liaison, comment dire, polarisée, donc c'est terminé. Aucune des liaisons n'est polarisée ici, donc ma molécule est forcément apolaire. Le deuxième cas, c'est I2. Alors ça va être facile, puisque forcément, eh bien, ces deux atomes identiques, ils ont, même si c'est pas dans le tableau que je vous ai donné, vous savez que le chi de l'iode, c'est le même. Donc le delta chi, forcément, de la liaison II, donc liaison d'iode, est égal forcément à 0. La molécule est apolaire. Donc la molécule
de I2 est apolaire. C'est pas bien fait. Est apolaire, puisque c'est les mêmes atomes. Il n'y a pas de delta chi, forcément. Alors, ICl, il faut connaître l'électronégativité de l'iode et du chlore. Alors ça, vous ne l'avez pas dans votre tableau, mais votre super professeur vous a déjà distribué un tableau périodique. Et regardez bien, qu'est-ce qu'il avait dans ce tableau périodique-là? Eh bien, la valeur d'électronégativité. C'est pas beau, ça? Donc le chlore, c'est 3,2, l'iode, c'est 2,7. Donc ici, le chi de l'iode, c'est 2,7. Le chi du chlore, c'est 3,2. Donc je vais faire mon delta chi ICl. Donc c'est égal à 3,2 moins 2,7, ce qui vous donne 0,5. Donc là, conséquence, eh bien, la liaison est polarisée. Et dans ce cas-là, eh bien, comme je n'ai que deux atomes, la molécule de ICl est polaire. Et la dernière, c'est NH3. Donc NH3, il faut connaître encore une fois sa géométrie. Donc N, son schéma de Lewis, c'est celui-ci. La géométrie, c'est pyramidale à base triangulaire. J'oublie un petit E. Alors ici, le problème, c'est que, en fait, la géométrie, comme c'est une géométrie pyramidale base triangulaire, on va essayer de la représenter en 3 dimensions. Alors comment est-ce qu'on va faire? Là, je suis sur un plan, c'est un peu compliqué. Alors il existe des règles. Alors c'est pas à savoir, techniquement on voit ça en terminale, mais je peux vous les montrer ici, parce que ça, on peut voir ce genre de choses. Donc je vais représenter mon atome d'azote, je le fais un peu plus grand pour que ce soit plus lisible. Donc j'ai mon atome d'azote, mon double ion liant, et donc mon atome d'hydrogène, je vais faire un trait ici pour représenter mon atome d'hydrogène. Et alors celui-ci, vous voyez, j'ai fait un trait normal, et en fait ça veut dire qu'il est dans le plan, c'est-à-dire qu'il est dans le plan de la feuille que j'ai ici. Par contre, si je veux représenter un atome d'hydrogène qui sortirait du plan, donc vers vous, qui traverserait l'écran, eh bien je pourrais le faire comme ceci. Je pourrais faire un triangle plein avec hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet atome d'hydrogène qui se trouve là, eh bien, il va sortir de l'écran dans lequel vous regardez. Et pour dire que l'autre, eh bien, il est derrière, eh bien, derrière, je vais le faire comme ceci. Voilà. Alors si vous voyez bien la molécule que je vous ai fait ici, donc en fait globalement vous voyez que cet atome d'hydrogène est dans le plan, celui-ci est vers vous, donc c'est le triangle plein que j'ai fait, et puis celui qui est ici, eh bien il est, comment dire, derrière le plan. D'accord? Donc on imagine que le bleu et le blanc sont dans le même plan, vous voyez bien que celui-là va devant, je fais le triangle, et puis celui qui est ici, il est derrière, donc je fais les pointillés. Alors ici je n'ai qu'une seule liaison, c'est la liaison NH, donc j'ai encore une fois calculé mon delta chi. Le delta chi de la liaison NH, c'est égal à combien? Alors l'azote, on peut regarder, c'est 3. L'hydrogène, c'est 2,2, donc ce qui veut dire que c'est égal à 0,8. C'est supérieur à 0,4. Conséquence, la liaison NH est polarisée. Maintenant, est-ce que ma molécule est polaire? Alors, l'azote, c'est 3, donc l'hydrogène, c'est 2,2, ce qui veut dire que, eh bien là, je vais avoir un delta moins qui va apparaître. Je vais donc avoir un delta plus ici, pour cette liaison NH. Par contre, c'est la même chose de l'autre côté. Je vais avoir un delta plus ici, un delta plus ici, et donc je vais avoir 3 delta moins à cet endroit-là. Donc, 3 delta moins, qui se trouve ici. Maintenant, si vous regardez, le centre des charges positives, le barycentre ici, il est sur l'atome d'azote, le G+, il se trouve ici. Par contre, où se trouve le G-? Eh bien, regardez bien, si je fais un triangle ici, voyez, eh bien, ce G+, pardon, j'ai dit G- tout à l'heure, mais c'est G+, donc le G+, eh bien, ça va être un triangle équilatéral, donc ici, ça va être le centre du triangle équilatéral, je vais avoir le G- qui va se retrouver ici. On s'aperçoit que mon G+, ne coïncide pas avec mon G-, et donc dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir dire que ma molécule, ici, est polaire. Voilà. Donc, on va noter G-, G+, et G- ne coïncident pas,
la molécule est polaire. Voilà. Donc NH3 est une molécule qui est polaire. Alors, dernier point, c'est une remarque. Alors évidemment, ça c'est des molécules qui sont assez simples, hein, NH3, etc., HCl, ou peu importe, H2O, c'est des molécules qui sont très simples. Il existe des molécules qui sont beaucoup plus compliquées, et donc, en fait, il faut savoir que c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait pour déterminer si une molécule est polaire. Il faudrait calculer ce qu'on appelle le moment dipolaire, donc on va pas le faire du tout en première, c'est vraiment des calculs qui sont trop compliqués, ça ne se fait même pas au lycée, c'est bien plus tard. Donc, on va faire des approximations, évidemment, au lycée. Je vous dis donc, les molécules organiques, c'est-à-dire celles qui présentent des atomes de carbone et d'hydrogène, présentent souvent des géométries complexes, ce qui rend difficile l'étude de la répartition des charges partielles. En première approximation, le caractère polaire ou apolaire d'un solvant organique est déterminé par la présence d'atomes très électronégatifs. Alors, quels sont ces atomes très électronégatifs? C'est N, O, F ou Cl. Voilà, ça il faut les connaître. Azote, oxygène, fluor, chlore, ce sont les atomes les plus électronégatifs qu'il faut connaître. Donc un solvant organique dont les molécules comportent un atome très électronégatif est généralement polaire. Les solvants qu'on appelle hydrogénocarbonés, c'est-à-dire uniquement constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène, sont considérés comme apolaires, car l'électronégativité du carbone et de l'hydrogène sont très proches. En effet, on avait vu que pour CH4, qui se trouve ici, si vous n'avez que des liaisons carbone, carbone-carbone c'est forcément apolaire, et donc carbone-hydrogène, c'est 0,4, donc forcément on va considérer que toutes les molécules organiques qui ne comportent que des atomes de carbone et d'hydrogène sont apolaires. Voilà, j'en ai terminé, c'était une vidéo un peu longue, mais c'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.